Bonjour à toutes et tous. Voter depuis toujours, on vous le présente comme le geste sacré du citoyen libre, l'acte fondateur de la démocratie, le symbole du peuple souverain. Mais aujourd'hui, une question s'impose. Est-il encore utile d'aller voter dans un système aussi perverti et gangréné? Si tout cela n'était plus qu'un mythe, et si le vote, loin d'être un acte de souveraineté, n'était devenu qu'un rituel de soumission au système? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et comme d'habitude, on va remonter le fil de l'histoire en partant du suffrage censitaire de 1789 jusqu'à l'élection d'aujourd'hui, pour comprendre comment le droit de vote, conquis au prix du sang et des luttes, a été totalement vidé de son sens, et pourquoi ce système présenté comme le symbole de la liberté est devenu le plus corrompu et le plus antidémocratique qui soit. Et si vous doutez encore de cette dérive, il suffit d'observer ce qui se passe aujourd'hui. Car le résultat, c'est ce triste spectacle qu'on appelle encore vie politique française. Ce qui nous est offert aujourd'hui ressemble à une mauvaise série B, jouée par des acteurs pitoyables, sans conviction, qui semblent avoir oublié jusqu'à la raison même de leur mandat. À force de mensonges, de calculs et de manipulations, ils ont réussi l'exploit de transformer la vie publique en un théâtre de rue, sans peuple, et le vote en spectacle d'illusions démocratiques. Non contents de détruire méthodiquement la France, ils ne pensent plus qu'à leur carrière, à leurs privilèges, pendant que les sujets essentiels, sécurité, santé, éducation, travail, dignité, sont laissés à l'abandon. Et pendant qu'ils s'auto-félicitent en plateau télé, le pays, lui, s'enfonce irrémédiablement. Ce constat provoque un sentiment de dégoût profond et de colère encore contenue, car derrière cette façade démocratique, ce n'est plus le peuple qui choisit ses représentants, c'est le système qui les choisit à sa place. Comme je vous le disais, on vous le répète depuis l'enfance, que voter est un devoir, que c'est ça la démocratie, que vos ancêtres se sont battus pour que vous puissiez glisser un bout de papier dans une urne. Mais tout cela n'est plus qu'une illusion. Le vote n'est plus un outil de liberté, mais un instrument de contrôle. Le peuple souverain n'a jamais été aussi dépossédé de son pouvoir. À chaque élection, ce sont les mêmes visages, les mêmes partis, les mêmes promesses jamais tenues, et à chaque fois, en fait, on vous demande de choisir entre la peste et le choléra. Le système électif français, conçu pour incarner la volonté populaire, est devenu une machine à reproduire le pouvoir des mêmes, une mise en scène de démocratie où le résultat final est souvent connu d'avance. Parce qu'à force de déléguer notre pouvoir à ceux qui en vivent, nous avons oublié une chose essentielle. La souveraineté n'appartient pas à ceux qui gouvernent, mais à ceux qui refusent de se soumettre et qui exigent de faire valoir leurs droits, le peuple. Lorsqu'on parle du droit de vote, on imagine un acquis naturel, une évidence démocratique. Pourtant, à sa naissance, le vote n'était pas un droit mais un privilège. En 1789, lors des États généraux, seuls les hommes riches, propriétaires et instruits ont voix au chapitre. On appelle cela le suffrage censitaire. Autrement dit, pour pouvoir voter, il fallait payer un impôt, le cens. Le peuple, lui, n'avait qu'un rôle, subir les décisions des élites. Déjà, en 1791, à peine 2 ans après la Révolution, la monarchie constitutionnelle maintient cette logique. 4 millions d'hommes sont citoyens actifs et peuvent voter, pendant que 25 millions d'autres, les plus pauvres, restent exclus du vote. La République naissante n'était donc pas celle du peuple, mais celle des possédants. Ce n'est qu'en 1848, sous la Deuxième République, que le suffrage universel masculin est proclamé. Pour la première fois, tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter sans condition de richesse. Ce moment aurait pu être celui d'une véritable démocratie, mais il fut aussitôt détourné. Le premier à en profiter s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Il est élu président de la République au suffrage universel, avant de dissoudre l'Assemblée, de s'autoproclamer empereur sous le nom de Napoléon III. Déjà le peuple avait voté pour sa propre dépossession. Le droit de vote s'étend ensuite très lentement. En 1944, les femmes obtiennent enfin le droit de voter, presque 2 siècles après la Révolution. En 1974, la majorité électorale est abaissée à 18 ans. 2 grandes avancées en apparence. Mais derrière ces conquêtes se cache une vérité plus amère. À chaque élargissement du droit de vote, le pouvoir en place a trouvé un moyen de le neutraliser. C'est ce que l'on n'a jamais dit clairement, c'est ce que le vote, dès ses débuts, a toujours servi à canaliser la colère du peuple.
Donner le droit de voter, oui, mais à condition que cela ne change rien d'essentiel. Voilà la véritable origine du système électif, une soupape de sécurité pour éviter les révoltes, tout en donnant l'illusion du pouvoir populaire. Et cette illusion, elle va bientôt devenir un réflexe collectif, une habitude, soigneusement entretenue par l'école, les médias et la peur du chaos. Coluche, en son temps, disait que si voter servait à quelque chose, ce serait interdit depuis longtemps. Nous allons voir comment, au fil du temps, voter est devenu moins un acte de conscience qu'un simple réflexe conditionné, une mécanique bien huilée où le citoyen se croit libre, alors qu'il ne fait que valider ce que d'autres ont déjà décidé pour lui. Dès le plus jeune âge, on vous a appris que voter, c'est être un bon citoyen. À l'école, on vous a dit que des hommes et des femmes sont morts pour ce droit, que c'est un privilège sacré, un devoir moral, et chaque élection est devenue une cérémonie quasi religieuse. On fait la queue, on signe, on prend une enveloppe, et on dépose son petit bulletin avec gravité, comme on accomplit un rite républicain. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que vous validez réellement en votant ? Au fil des décennies, le vote a cessé d'être un acte de réflexion. Il est devenu un réflexe conditionné. Conditionné, comme je l'ai dit, par l'école qui a fait du vote le symbole absolu de la liberté. Conditionné par les médias qui transforment chaque élection en spectacle. Conditionné par la peur, celle de faire le mauvais choix. Car le système a inventé une arme redoutable, le vote utile. On ne vous dit plus « votez pour vos idées », on vous dit « votez pour empêcher l'autre de passer ». Le résultat, c'est que depuis des décennies, vous ne votez plus pour, vous votez contre. Et cette peur soigneusement entretenue maintient le pouvoir là où il est. Peu à peu, le vote est devenu un réflexe pavlovien, ou un réflexe conditionné si vous préférez. Un signal, une habitude, une émotion. On ne choisit plus un projet, on réagit à une propagande. On ne participe plus à la vie publique, on se contente de valider une pièce de théâtre qui se rejoue tous les 5 ans. Toujours les mêmes profils, les mêmes promesses et les mêmes désillusions. Le système n'a pas besoin de convaincre, il suffit de vous faire croire que vous avez encore le choix. Et pour ceux qui refusent de jouer le jeu, on les culpabilise. Si vous ne votez pas, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, comme si votre silence était plus dangereux que leur mensonge. La vérité, c'est que le vote tel qu'il est organisé aujourd'hui n'est plus une expression libre, mais un outil de gestion du consentement de masse. Un système de canalisation de la colère, une soupape de sécurité politique, et tout cela fonctionne parce que l'on a remplacé la conscience citoyenne par le réflexe électoral. Et ce conditionnement s'est transformé en un véritable verrou institutionnel. La Ve République, née en 1958, a bâti un système où voter ne change presque rien, car tout est déjà décidé en amont dans les couloirs du pouvoir. En 1958, donc, la France traverse une crise majeure. Instabilité politique, guerre d'Algérie, institutions fragiles. Le général de Gaulle revient au pouvoir et propose une nouvelle constitution. Ce sera la Ve République. Une république bâtie pour établir l'autorité de l'État, éviter l'impuissance parlementaire de la quatrième et redonner au peuple un État stable, fort et protecteur. De Gaulle, homme de devoir et d'intégrité, voulait un pouvoir fort mais au service du peuple. Il croyait en l'équilibre entre la stabilité de l'exécutif et le contrôle du Parlement. C'était une république taillée sur mesure pour un homme d'honneur, mais redoutable entre les mains de politiciens sans scrupules. Et malheureusement, la suite allait le prouver. Alors comment fonctionne la Ve République idéale ? Le président choisit son gouvernement, le gouvernement conduit la politique de la nation, et le Parlement contrôle, débat et amende. Ça, c'était la Ve République idéale. Un exécutif fort, un législatif responsable, un peuple consulté par référendum. Mais ce modèle reposait sur une vertu simple, la probité de celui qui l'incarne, et c'est précisément ce qui s'est effondré. Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, chacun a, à sa manière, tordu un peu plus les règles, étendu ses prérogatives et contourné les contre-pouvoirs. Mais avec Emmanuel Macron, la dérive est devenue un abus de pouvoir permanent. En moins de 8 ans, il a fait de la Ve République un instrument personnel. Président et Premier ministre à la fois, il décide, annonce, tranche et corrige tout seul. Le Premier ministre n'est plus qu'un porte-parole, le Parlement un théâtre, et les institutions des figurantes. La séparation des pouvoirs est devenue une fiction. Et l'appareil d'État, jadis indépendant, s'est mué en structure de commandement verticale, où tout remonte à un seul homme. Ce déséquilibre crée un précédent dangereux. Plus rien ne peut désormais arrêter le président. On le constate au quotidien. Les ordonnances remplacent les décrets,
Les décrets remplacent la loi, le 49.3 remplace le débat, et le pire, c'est Bruxelles qui écrit nos règles sans notre consentement. Le Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement, la démocratie, une façade, et la Ve République, une monarchie sans couronne. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo précédente qui traite de ce sujet bruxellois. Pendant ce temps, les partis politiques sont devenus des machines à sélectionner les candidats acceptables par le système. Fini les citoyens ordinaires, fini les profils issus du terrain. Seuls ceux adoubés par les appareils partisans peuvent espérer accéder au scrutin majeur. Et ces partis vivent grâce à quoi? Grâce à l'argent public. Autrement dit, grâce à notre argent. Un système qui se finance lui-même, s'auto-entretient et se reproduit. Vous croyez choisir, mais vous ne faites qu'approuver la sélection de ceux qui vous gouverneront. Pire encore, malgré leurs échecs électoraux, les anciens ministres socialistes et macronistes se recyclent à la tête des grandes institutions sans aucune légitimité démocratique. Pendant ce temps, ceux qui gagnent les élections n'ont accès à rien, ni à la Cour des comptes, ni au Conseil constitutionnel, ni à aucune autre haute autorité. Le RN, arrivé en tête aux européennes, et le NFP, arrivé premier aux législatives, n'ont obtenu aucun poste clé. La Cour des comptes, tenue par un socialiste, le Conseil constitutionnel, dirigé par un intime de Macron. Deux hommes du même cercle, deux gardiens d'un système qui se protège. Et ce ne sont que deux exemples parmi un océan de magouilles politiciennes. Nomination entre amis, opposition de façade, pantouflage doré, silence complice. Tous se retrouvent au même banquet, aux frais du contribuable. Le fameux Nicolas qui paye. Une petite caste de nantis du système qui s'échangent les fauteuils, les privilèges et les honneurs dans une interminable partie de chaises musicales. Résultat, les urnes peuvent bien parler, le pouvoir, lui, ne change jamais de main. Ce n'est plus une république, c'est un réseau d'intérêts croisés où l'entre-soi a remplacé le débat et où la loyauté au clan a remplacé la fidélité à la nation. Et si vous doutiez encore du verrouillage du système, regardez ce qui vient de se passer à l'Assemblée. Les dernières motions de censure ont été rejetées, non parce que le gouvernement inspire confiance, mais parce que les députés ont peur de perdre leur siège. Le Parti socialiste, censé être dans l'opposition, a refusé de voter la censure. Les républicains, eux aussi, ont préféré l'abstention ou l'absence, abrités derrière des excuses mensongères, frappées du sceau de l'indignité. Résultat, le gouvernement se maintient, non par légitimité, mais par lâcheté. Une classe politique tout entière préfère sauver ses privilèges, plutôt que de servir le peuple qui l'a élu. Car chacun d'entre eux le sait. Si la motion de censure avait été adoptée, l'Assemblée aurait été dissoute, et une grande partie d'entre eux n'auraient jamais été réélus. Le PS aurait été écrasé par la gauche radicale, les républicains laminés par le Rassemblement national. Alors une fois encore, ils ont choisi leur poste plutôt que la démocratie. Voilà la vérité du système électif français. Ceux qui prétendent parler au nom du peuple ne défendent plus que leur propre survie politique. Chaque vote, chaque débat, chaque décision courageuse n'est plus qu'une mise en scène pour préserver ce théâtre de pouvoir. Ce n'est plus un régime représentatif, c'est un système d'autoconservation où les élus préfèrent leur siège à leurs convictions. Et tant que ce sera ainsi, la souveraineté populaire restera un mot creux, vidé de tout sens. Ces trahisons répétées ont brisé la confiance du peuple, des millions de Français ont cessé d'y croire, mais cela ne change rien sur le résultat. Alors dites-moi, vous voulez vraiment continuer à voter pour ce système? Pour ces mêmes visages qu'on subit depuis des années? Pour ces promesses qui n'engagent que ceux qui y croient? Pour ce spectacle pitoyable qu'ils osent encore appeler démocratie? Jusqu'à quand accepterons-nous d'entretenir notre propre impuissance? Quand comprendrez-vous que vous n'élisez pas vos représentants, mais vos maîtres, et que tant que vous les servirez docilement, vous resterez leurs esclaves? Regardons maintenant pourquoi ce système est totalement perverti. Si les élections ne changent rien, c'est parce que tout est prévu pour que rien ne change. Je pense que vous l'avez compris aujourd'hui. Voter ne sert plus à choisir une direction, mais à valider le système qui s'auto-entretient. Et tout commence bien avant le bulletin de vote. En premier lieu, nous avons le problème des médias aux ordres. Aujourd'hui, 9 milliardaires contrôlent plus de 80% des médias français. Ces mêmes milliardaires détiennent aussi des groupes d'armement, des banques, des entreprises dépendantes et dépendantes des marchés publics. Croyez-vous vraiment une seule seconde qu'ils vont donner la parole à ceux qui veulent changer ce système? Sérieusement. Les médias ne forment plus l'opinion, ils la fabriquent.
Ils choisissent les thèmes, imposent les candidats crédibles et marginalisent les autres. Tout est verrouillé. Les médias créent les candidats, les sondages valident leur légitimité et le peuple n'a plus qu'à choisir entre des clones. Le pluralisme n'est plus qu'une illusion scénarisée. Le suffrage universel, censé rendre le pouvoir au peuple, a paradoxalement renforcé le régime des partis. Sortez du cadre et vous êtes aussitôt étiqueté populiste, complotiste, extrémiste ou encore pro-russe, ou que sais-je. Ensuite, nous avons une autre machine qui s'active avant chaque élection, celle des sondages. Les sondages ne mesurent plus l'opinion, ils la fabriquent aussi. On vous répète que tel candidat est en tête, que tel autre s'effondre. Et inconsciemment, vous suivez la tendance. C'est ce qu'on appelle le biais de conformité. Personne ne veut voter pour celui qui n'a aucune chance. Les mêmes sociétés financent les sondages, les médias et les partis. Tout se tient. On dit que la presse est indépendante. Vraiment ? Chaque année, plus de 4 milliards d'euros d'argent public alimentent les médias français. Officiellement, pour garantir la diversité, en réalité, pour entretenir la dépendance. Comment critiquer un pouvoir qui vous nourrit ? Ces médias vivent sous perfusion d'argent public, tout en donnant des leçons de liberté. Pendant ce temps, hôpitaux, écoles et communes manquent de moyens. Dans ce système où l'information dépend du pouvoir, c'est le pouvoir qui contrôle l'information. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce verrouillage ne s'arrête pas aux médias. Les partis politiques vivent eux aussi des impôts des citoyens. En 2025, l'État, enfin nous, leur a versé plus de 64 millions d'euros d'aide publique. Résultat, les partis déjà installés se consolident, tandis que les formations émergentes n'ont aucune chance de percer. L'argent fabrique la légitimité, et la légitimité rapporte de l'argent. Un cercle parfait pour le système. Pouvoir médiatique, économique, politique et même syndical marchent main dans la main. Le champ démocratique est verrouillé, vous pensez choisir, en réalité, on choisit pour vous une fois encore. Vous n'avez plus qu'un rôle, valider cette farce. Pendant que des millions de Français peinent à vivre, les médias ont déjà décidé qui incarnera la France de demain. Vous n'avez encore rien demandé, mais on vous vend déjà les protagonistes de 2027. Les mêmes visages, les mêmes promesses, les mêmes scénarios. La politique est devenue un casting, la démocratie une série sans fin. Les candidats présumés sont partout invités, sondés, commentés, avant même de s'être déclarés. Et les véritables alternatives, ceux qui proposent un autre modèle. Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, invisibilisés, effacés des écrans. François Asselineau, le résumé. Quand nous réunissons 800 personnes, aucun média n'en parle. Mais la moindre phrase d'un candidat du système fait la une. Ce silence est une stratégie. Ne pas parler de quelqu'un, c'est déjà le faire disparaître. Et à la fin, on vous répète qu'il ne reste qu'un choix raisonnable. Toujours les mêmes, sortis du même moule, parlant le même langage technocratique, indifférents à la souffrance réelle du pays. Comment croire que ceux qui ont créé les problèmes, d'ailleurs, pourraient les résoudre ? Ce n'est plus une élection, c'est une mise en scène, où le peuple n'a plus le premier rôle, mais celui de figurant. Tant que ce système médiatico-politique choisira pour vous ceux que vous êtes censés élire, il n'y aura plus d'alternance réelle, seulement la continuité du même pouvoir sous d'autres visages. Et pour couronner le tout, il y a le verrou des 500 signatures. Pour se présenter à la présidentielle, il ne suffit pas d'être français majeur et de vouloir servir son pays. Il faut aussi obtenir 500 signatures d'élus. Autrement dit, le peuple ne choisit pas ses candidats, ces signatures ne viennent pas de lui, mais d'environ 42 000 élus, maires, députés, sénateurs, conseillers régionaux ou départementaux. Ce sont eux qui, dans les faits, décident qui a le droit ou non de se présenter au suffrage universel. Sous De Gaulle, qui voulait que la légitimité vienne du peuple directement, aucune signature n'était exigée. En 1976, Giscard d'Estaing fixe la barre à 500 pour éviter les candidatures fantaisistes. En 2016, un nouveau verrou a été ajouté, Hollande met fin à l'anonymat. Résultat prévisible et certainement souhaité, la plupart des maires des petites communes sont soumis à des pressions ou intimidations politiques ou administratives, voire de l'autocensure, car beaucoup d'élus refusent désormais de parrainer un candidat hors système. En revanche, les partis installés récoltent leurs signatures en quelques jours, les autres, jamais. Avant même que la campagne ne commence, la démocratie est déjà tronquée. Car si le peuple ne peut plus choisir librement ses candidats, alors le vote n'est plus un choix. C'est une validation d'une sélection qui a déjà été faite pour lui. Et même après le vote, tout échappe aux citoyens. Certes, le dépouillement local est public,
Puis tout devient opaque, préfecture, ministère de l'Intérieur, logiciel interne. Rappelez-vous pour la présidentielle de 2022, le bug d'affichage qui a fait disparaître plus d'1 million de voix, et malgré le démenti, le peuple a réalisé qu'il ne peut pas vérifier. Quand la confiance repose sur la foi et non sur la preuve, la démocratie n'est plus qu'un mot. Une nouvelle et terrible étape a été franchie. Après avoir annulé des élections ou corrigé des résultats jugés suspects sous des prétextes fallacieux, certains dirigeants européens, comme Nathalie Loiseau, veulent désormais museler la voix du peuple lui-même. À Bruxelles, certains responsables appellent à restreindre les réseaux sociaux pendant les campagnes, sous prétexte évidemment de protéger la démocratie. Même Macron, dans un discours lunaire récent, est revenu à la charge et fustigé les réseaux sociaux. En réalité, c'est la dernière voix du peuple qu'on veut faire taire. Si demain on peut filtrer ou couper les réseaux, alors le peuple n'aura même plus le droit d'en parler. On ne protège plus la démocratie, on la confisque. Et après ça, vous croyez encore qu'en 2027, votre bulletin changera quelque chose? Enfin, si on y arrive. Le scénario est déjà écrit. La question n'est plus pour qui allez-vous voter? La vraie question est pourquoi participer à jouer une pièce de théâtre dont le résultat est déjà écrit? Je pense que vous avez la réponse. D'élection en élection, les files d'attente devant les bureaux de vote raccourcissent. De plus en plus de Français ne se déplacent plus pour voter, et on les comprend. L'abstention bat des records, le vote blanc progresse, et le silence s'installe là où le peuple faisait jadis entendre sa voix. On appelle cela la fatigue démocratique. Ce n'est pas de la lassitude, c'est de la lucidité. Après des décennies de promesses trahies et de manipulations, le peuple a compris que le scénario est déjà écrit. Droite, gauche, centre, extrême. Tout se passe, mais la politique reste la même. Le vote n'est plus une arme, c'est un rituel. Et pour ceux qui refusent d'y participer, le système a inventé la culpabilité. Si vous ne votez pas, vous laissez les autres décider à votre place, comme si l'abstention était un crime et non un acte de résistance silencieuse. En 2024, plus d'un Français sur deux s'est abstenu aux européennes. Chez les jeunes, près de 70%. Non pas par désintérêt, mais par lucidité. Car quand les décisions se prennent à Bruxelles, à Davos ou dans les conseils d'administration, le bulletin de vote devient un symbole sans pouvoir réel. Le peuple le sent, il le sait. Le pouvoir ne réside plus dans les urnes. Voilà le vrai drame de notre époque, la rupture entre la France réelle et la France politique. Le peuple vit les fins de mois pendant que les élus vivent les fins de mandat. Deux mondes parallèles séparés par un gouffre que plus rien ne comble. Mais le désenchantement n'est pas la fin de la démocratie, c'est le début du réveil. Car quand un peuple cesse de croire en ses maîtres, c'est souvent le signe qu'il recommence à croire en lui-même. Bien, après tout ce que nous venons de voir, une question demeure. Que faire maintenant? Faut-il continuer à voter dans un système verrouillé? Faut-il le réformer ou en changer? Rien ne dit d'ailleurs que demain nous aurons encore le droit de voter librement quand on voit la société de contrôle qui se met tout doucement en place. Toujours bien sûr pour notre bien. Le premier pas, c'est de reprendre conscience de ce qu'est la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas un mot dans un discours. C'est la capacité du peuple à décider pour lui-même, sans intermédiaire, sans filtre, sans tutelle. Et cela ne commence pas dans les urnes, mais dans les esprits. Reprendre le pouvoir citoyen, c'est refuser d'être spectateur. C'est s'informer autrement, s'organiser localement, créer des cercles, des collectifs, des communautés solidaires pour imposer nos choix. Car le système ne s'effondrera pas tout seul. Il tombera le jour où plus personne n'y croira. Ce jour-là, il faudra être prêt à proposer autre chose. Des outils simples et concrets existent. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc, la démocratie locale réelle, etc. Le pouvoir ne se mendie pas, il se reprend, non pas par la violence, mais par la conscience. Parce que la véritable révolution, ce n'est pas de changer de maître, c'est de cesser d'en avoir besoin. Le peuple français a cru que voter suffisait, il découvre aujourd'hui que penser, agir et s'unir sont les véritables actes de souveraineté. Et ça, croyez-moi, ça fait trembler la petite caste qui nous gouverne. Nous ne retrouverons pas la démocratie dans une urne, mais dans la volonté collective de la reconstruire. Il serait peut-être temps, enfin, de comprendre que nous n'avons besoin de personne pour décider de notre destin. Ce jour-là, je vous le garantis, le pouvoir changera de camp, et le plus tôt sera le mieux. La solution est là sous nos yeux, encore faut-il les ouvrir. Depuis 2 siècles, on nous fait croire que voter suffit pour être libre,
Et comme résultat, chaque jour qui passe est pire que le précédent, pendant que nos maîtres se gavent à des niveaux d'indécence stratosphériques en nous méprisant, et en pensant sans doute que nous ne sommes pas en capacité de comprendre comment faire fonctionner un État au bénéfice du peuple, mais la liberté ne se délègue pas. Elle s'exerce, elle se défend, elle se vit chaque jour. Aujourd'hui, la France n'a pas besoin de nouveaux candidats, surtout quand on voit la qualité des candidats qu'on cherche à nous imposer. Elle a besoin de citoyens éveillés, des hommes et des femmes capables de penser par eux-mêmes, de s'unir malgré les différences et de reprendre en main ce qui leur appartient, le pouvoir de décider au mieux des intérêts du peuple français. Parce qu'un peuple qui comprend qu'il n'a plus besoin d'être gouverné par ceux qui le trahissent, devient à nouveau un peuple souverain qui décide de ce qui est bon pour lui. Si vous voulez continuer à être les esclaves d'un système qui vous méprise, vous exploite et vous spolie, continuez à mettre ce chiffon de papier dans une petite boîte pour élire votre nouveau maître, qui l'utilisera pour mieux vous asservir et avec le sourire de surcroît. En résumé, voici ce que vous devriez garder à l'esprit avant de glisser une fois encore un bout de papier dans l'urne. Histoire de comprendre à quoi vous participez réellement derrière cet acte qu'on vous présente comme républicain. Premièrement, vous participez à un pouvoir d'hyper-présidentialisation sans réel contre-pouvoir ni équilibre institutionnel. Deuxièmement, vous cautionnez un exécutif qui gouverne seul par ordonnance décret au 49.3, contournant le débat démocratique. En 3, vous validez une Assemblée nationale inepte, simple chambre d'enregistrement des décisions de l'Élysée. En 4, vous entérinez un système verrouillé où la barrière des 500 parrainages rendus publics exclut tout candidat libre. En 5, vous financez malgré tout les partis dominants grâce à un circuit d'argent public qui entretient leur hégémonie. En 6, vous alimentez une caste d'initiés, un entre-soi où les mêmes se partagent postes, honneurs et privilèges de l'État. En 7, vous légitimez des alliances de circonstances fondées non sur des convictions, mais sur le calcul et la survie politique. En 8, vous participez à un jeu truqué où les mêmes vainqueurs des urnes peuvent être exclus si leur victoire dérange le système. En 9, vous renforcez un paysage médiatique contrôlé où les sondages et les chaînes d'infos façonnent l'opinion et imposent leurs candidats. En 10, vous déléguez toutes vos souverainetés à Bruxelles, qui décide désormais de nos lois, de nos budgets, de nos frontières. En 11, vous validez une démocratie sans exigence, où le vote blanc n'existe pas, et où aucun quorum ne protège la légitimité du scrutin. En 12, vous cautionnez l'impunité politique, puisqu'aucun casier judiciaire vierge n'est requis pour gouverner. En 13, vous soutenez une justice d'exception, où la Cour de justice de la République protège les siens au lieu de les juger. Et en 14, enfin, vous entretenez un système de privilèges, retraite dorée, avantages indus et carrière entière payée, sans n'avoir jamais rien produit. En fait, en glissant ce papier dans l'urne, vous ne choisissez pas un avenir, vous validez un système, celui d'un pouvoir sans contrôle, d'une démocratie sans peuple, d'une république confisquée. Et c'est ça précisément, savoir à quoi vous participez. Et pour terminer, laissez-moi vous raconter une petite histoire vraie. Pour faire une analogie avec la situation que nous vivons, vous allez comprendre. C'est l'histoire du vol Ethiopian Airlines 961 au départ d'Addis Abeba à destination de Nairobi au Kenya. En novembre 1996, en vol, cet avion est détourné par 3 pirates de l'air éthiopiens non armés qui voulaient rejoindre l'Australie. Mais problème, l'avion n'avait que 3h30 de carburant. Le commandant les supplie de revenir à la raison. Ils refusent, jusqu'à ce que le kérosène s'épuise. Les moteurs s'arrêtent et le crash devient inévitable. Avant l'impact, alors qu'il reste une petite chance d'atteindre l'aéroport international des Comores, le commandant lance un dernier appel désespéré. « Aidez-moi, maîtrisez-les, ils n'ont qu'une hache et un extincteur. » Mais personne ne bouge. Quelques-uns essayent de se lever, puis au vu du petit nombre qui réagissent, ils se rassoient. La majorité des passagers est paralysée par la peur et choisit d'espérer que tout ira bien. Résultat, l'avion s'écrase en mer, proche d'une plage des Comores. Bilan, 125 morts sur 175 passagers et membres d'équipage. 50 survivent, un drame qui aurait pu être largement évité. Maintenant, imaginez que cet avion, c'est la France. Les pirates, ce sont nos dirigeants. Les quelques passagers debout, les résistants. Et les autres, ceux qui attendent immobiles, ce sont ceux qui croient encore qu'un sauveur viendra les libérer. Le billet d'avion, celui qui leur donne l'illusion de voyager en sécurité alors que la trajectoire est déjà tracée, c'est leur bulletin de vote. L'avion France est encore en vol, mais le carburant s'épuise,
Le commandant n'a plus la main et les pirates persistent. Il ne reste qu'une seule option, se lever, agir et reprendre les commandes de l'avion France avant que le crash ne soit irréversible. Méditez sur ce point. Merci pour votre attention. Bien, compte tenu de la situation en France qui connaît une aggravation notable en raison du marasme politique actuel dont personne aujourd'hui n'est en capacité de dire comment elle va évoluer, je profite de l'instant pour vous inviter à vous préparer, comme je le conseille déjà depuis plusieurs années, en allant voir ma précédente vidéo dans laquelle je vous explique comment faire et où je vous offre gratuitement plusieurs mementos pour vous aider dans cette démarche pour ceux qui ne les ont pas encore téléchargés. Bon visionnage à toutes et tous.